Bon, je pense que ça marche. Bonjour tout le monde, je disais donc. Oui, une nouvelle question m'a été posée, donc je vais essayer d'y répondre. Mais cela concerne l'Algérie, mais ça concerne l'Algérie, je dirais, bien après l'indépendance, à la suite de l'indépendance et au-delà de l'indépendance. Alors, je ne vais pas aller très loin, je vais simplement aborder les premières années qui suivent l'indépendance, je devrais même dire les premières décennies, jusqu'à la fin du pouvoir de Ouari Boumedienne. Donc, la question qui m'a été posée, c'est la suivante. D'abord, bon, c'est M. Darré qui m'a posé cette question. Alors, il dit extraordinaire. Mes questions étaient exactement celles posées précédemment. Merci pour vos réponses. Mais est-ce que vous pourriez aborder les débuts de la nouvelle République algérienne? En effet, une fois la lutte pour l'indépendance terminée, s'ouvre une délicate question de l'exercice des responsabilités et du choix des hommes ou femmes, surtout des hommes. J'ai cru comprendre qu'à ce moment-là, les dissensions sont apparues au sein du FLN et ou d'autres organismes. Rapidement, Boumedienne et l'armée se sont emparés du pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'armée qui, en sous-main, dirige le pays. C'est tout à fait exact. Pourrait-on dire que cette culture a pris naissance dans la lutte pour l'indépendance et la lutte pour le pouvoir après celle-ci? Bon, donc voilà, que s'est-il passé dans les années qui suivent l'indépendance de l'Algérie? Bon, d'abord, je crois qu'il y a des questions qui sont sous-jacentes, mais qui n'apparaissent pas véritablement. Il s'agit de quelle est la place de l'islam? Donc, l'Algérie est un pays musulman, en grande majorité musulman, disons. J'ignore s'il y a des gens qui se déclarent musulmans, mais qui ne sont pas croyants. Il doit y en avoir quelques-uns. Mais quelle est la place de l'islam? Est-ce que l'islam a joué un rôle important? La réponse est oui. Quelle est la place de la langue? Parce que, bien entendu, la langue, c'était le français, mais il y avait également la pratique de l'arabe pour les populations locales. Et quelle est la place de l'armée? Mais quelle armée? De quelle armée s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'armée qui était à l'extérieur des frontières de l'Algérie ou est-ce qu'il s'agit de l'armée de l'intérieur? Vous savez que l'armée de l'intérieur avait été pratiquement décimée par l'armée française et que l'armée de l'extérieur était contenue par les barrages électrifiés. Donc, vous voyez tous les problèmes que cela peut poser. Alors, je vais essayer de répondre, mais à grands traits. Dans l'indépendance, elle est effective le 5 juillet 1962. Et elle est effective après un référendum, elle est proclamée le 5 juillet, après un référendum donc, qui a eu lieu et qui a donné une écrasante majorité en faveur de l'indépendance. Mais bien entendu, 99% de la population qui a voté était favorable à l'indépendance, ce qui mettait fin à une domination coloniale de 132 ans. 132 ans au cours desquels l'Algérie était devenue une colonie de peuplement, puisque vous le savez, il y avait environ autour de 1 million de Français d'Algérie, ce qu'on appelait les pieds noirs. Alors, cette victoire a-t-elle été remportée seulement contre la France? Pas seulement, bien entendu. Vous le savez, nous en avons déjà parlé. Elle a été remportée contre la France. C'est une victoire essentiellement politique, puisque vous savez que l'armée algérienne, la LN de l'intérieur, était pratiquement décimée. Il restait 9 à 10 000 hommes. Donc, c'est une victoire politique. Le temps est à l'indépendance. Le temps des colonies est passé. Donc, c'est une victoire contre la France de ce point de vue. C'est aussi une victoire contre les rivaux. Alors, quels sont les rivaux? Eh bien, les rivaux, c'est essentiellement un rival. C'est le MNA, Mouvement National Algérien, qui a été dirigé par Messaliadj. Messaliadj qui prendra le chemin de l'exil en France et qui mourra en France en 1974. Donc, l'Algérie est devenue indépendante. A-t-elle un projet particulier au moment de l'indépendance? La réponse est oui. Elle a un projet qui est un projet socialiste. Attention, socialiste, c'est surtout au niveau des déclarations. Mais socialiste, cela veut dire, dans la doctrine marxiste, le socialisme est ce qui précède le communisme. Donc, l'Algérie est un pays socialiste
qui se réclame du socialisme, donc qui se veut proche de l'URSS et qui va bénéficier pendant un certain temps de l'aide de l'URSS. Elle va avoir même un parti unique. Alors là, elle va avoir un parti unique assez durablement, jusqu'en 1989, jusqu'à la mort, on peut dire, globalement, puisque Boumedienne meurt en 1978, donc un peu après la mort de Boumedienne. La référence avait déjà été abandonnée, mais le parti unique se délite. Nous verrons comment. C'est Chadli qui devient président de la République algérienne. En 1991, mais je ne l'aborderai pas, parce qu'il y a trop d'inconnus. De toute façon, les archives de l'Algérie devenue indépendante sont assez mal connues, disons, et je ne suis pas un spécialiste de cette question. Donc, c'est à grands traits vraiment que je vous dis tout cela. Donc, en 1991, c'est le début de la guerre civile. C'est lorsque le FIS, le Front islamique du salut, gagne les élections législatives, parce que Chadli avait libéralisé donc, la vie politique algérienne, et c'est le FIS qui va gagner, dans la place de l'islam, d'un islam extrémiste. Et le second tour des élections n'aura jamais lieu. Et la guerre civile va commencer. C'est une guerre civile atroce, qui va être finalement remportée par l'armée algérienne. Pendant une période qui suit l'indépendance, il faut avoir présent à l'esprit que la France a obtenu un certain nombre de bases, dont deux qui sont très importantes. Elle a obtenu Mers el-Kébir pour la marine, et elle a obtenu Regan de 1960 à 1966 pour faire des expériences de bombes nucléaires. Et vous savez que la France devient à ce moment-là une puissance nucléaire sur les études qui avaient été faites par la 4e République. Mais là, nous sommes déjà sous la 5e République. Alors voilà, si vous voulez, à grands traits. Alors tout cela commence après la libération de l'Algérie par un conflit entre Ahmed Ben Bella, qui avait été dans les geôles françaises de 1956 à 1962, et qui donc est le leader historique de la lutte pour l'indépendance. Donc, un conflit entre Ahmed Ben Bella et Ouari Boumedienne. Boumedienne qui est un militaire et qui a, je dirais, la main sur l'armée de l'extérieur. Ce conflit, c'est un conflit entre militaires, entre ceux qui sont devenus des militaires. C'est d'ailleurs que d'un côté, il y a la Wilaya 2, du côté de Boumedienne, ce sont les Aurès, la Wilaya du Constantinois, les Aurès, pardon, excusez-moi, c'est la Wilaya 1, la Wilaya 2, c'est le Constantinois, et la Wilaya 5, c'est l'Oranie. Donc tout cela, c'est, je dirais, sous la coupe, ou plutôt l'influence d'Ouari Boumedienne. Et il a face à lui la Wilaya 3, qui est dirigée par Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem. Krim Belkacem qui sera assassiné à Francfort en 1970. Donc, au cours de l'été 1962, Boumedienne arrive à Alger. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur, il est en Tunisie. Il ne pouvait pas rentrer en Algérie parce qu'il y avait le fameux barrage électrifié, le barrage Maurice. C'est une période pendant laquelle c'est un modéré, Ferhat Abbas, que nous connaissons, qui est président de l'Algérie. Il est président de septembre 62 à septembre 63. L'Algérie est à ce moment-là au bord du chaos. C'est la période pendant laquelle, je dirais, l'autorité, on passe d'une autorité à une autre. Période éminemment délicate, bien entendu. Éminemment délicate parce qu'il y a peut-être un moment où le pouvoir n'est pas efficace. Et c'est le moment où a été signé un protocole avec la France, un protocole judiciaire franco-algérien, qui a été signé le 28 août 1962. D'ailleurs, la France n'a plus son mot à dire en Algérie.
l'Algérie est devenue indépendante. Mais en même temps, des troupes françaises restent encore en Algérie pendant un certain temps. Et vous savez qu'on en a parlé, je n'y reviens pas, à Oran se produisent des événements assez tragiques au cours desquels l'armée française n'intervient pas, parce qu'elle n'a pas le droit d'intervenir. Parce que dans les accords qui ont été passés à Évian, c'est prévu ainsi. C'est le moment également où des Européens sont enlevés, à Oran en particulier, et où les harkis, un certain nombre d'harkis, sont assassinés dans des conditions assez atroces. Ils sont abandonnés, il faut le préciser également. Donc un problème de sécurité se pose, et ce problème de sécurité est traduit par l'impossibilité pour les autorités de lever l'impôt. C'est-à-dire que le déficit pour l'Algérie, d'emblée, est abyssal. On parle de 200 milliards de francs. Et l'Algérie, qui a des accords de coopération avec la France, va faire appel à l'aide française, que la France va lui accorder. Donc, il y a un déficit abyssal qui est provoqué par la situation économique. Ferhat Abbas va être remplacé par Ben Bella. Donc, c'est Ben Bella qui va devenir le président de l'Algérie. Mais il doit composer avec Boumedienne, parce que Boumedienne est quand même l'homme fort. C'est l'homme de l'armée. C'est lui qui, effectivement, a réussi à, je dirais, influencer l'armée, ou en tout cas de la diriger, si on veut aller un petit peu plus loin. Il est ministre de la Défense, donc il est ministre, et il est vice-président du Conseil. Donc, il a, vous voyez, des fonctions absolument essentielles. Vice-président du Conseil et en même temps ministre de la Défense. Donc, c'est lui qui dirige l'armée. Le désordre intérieur est très important également. C'est vrai à l'intérieur, c'est vrai à l'extérieur. Parce que l'Algérie décide de soutenir l'indépendance réclamée par le Front Polisario. C'est l'abandon par l'Espagne d'une de ses colonies, le Rio de Oro. Et dans cette colonie, il y a des Sahraouis. C'est le prolongement du Maroc vers le sud, à la frontière avec la Mauritanie. Donc là, il y a un vide qui se crée par le départ des Espagnols. Ils partent, tout simplement, ils partent. Ils partent, et donc, le Maroc et les Sahraouis se disputent ce territoire. Les Sahraouis voudraient l'indépendance. Le Maroc voudrait annexer ce territoire. Et l'Algérie a décidé de soutenir les Sahraouis, c'est-à-dire l'indépendance de ce territoire. Et il y a ce qu'on appelle la guerre des sables, une guerre qui va durer fort peu de temps entre le Maroc et l'Algérie. Et cette guerre va durer fort peu de temps parce que l'Organisation de l'Unité africaine demande aux belligérants d'y mettre fin. Et effectivement, la guerre va cesser. Mais il y a la révolte des Kabyles également. La Kabylie, qui est une région peuplée par des gens qui ne sont pas des Arabes, mais qui sont des Kabyles, donc qui vivaient en Afrique du Nord. Et ils sont soutenus par ce qu'on appelle le Front des forces socialistes. Donc les Kabyles sont en révolte. Et Boudiaf, en plus, crée le parti de la révolution socialiste. Donc, un parti qui apparaît, qui n'est pas dans la ligne voulue par le pouvoir en place, et également les Kabyles en révolte. Boudiaf est arrêté en 1963 et il prend le chemin de l'exil, où va-t-il? En France. Les relations avec la France sont d'ailleurs tendues aussi. Parce que c'est l'ancienne colonie qui est devenue indépendante, et de plus, il y a une forte immigration algérienne qui va vers où? Qui va vers la France, puisque de toute façon, les Algériens, bien sûr, ils parlent arabe, mais ils parlent aussi français, même s'ils ne le parlent pas, je dirais, comme les pieds noirs, ils arrivent à se faire comprendre, bien entendu, même s'ils sont arabisants. Et la France
achète peu de pétrole algérien. Attention, à cette époque-là, le pétrole est d'un bon marché absolument impensable. C'est-à-dire que c'est l'époque, on a cessé le tout charbon, on passe maintenant au tout pétrole. C'est le développement de l'automobile également. Mais donc la France en achète peu de ce pétrole algérien. Il y a le choix dans le monde donc pour acheter du pétrole. L'armée prend une place de plus en plus considérable. Pourquoi? Parce qu'elle sélectionne les dirigeants à divers niveaux, mais également elle peut sélectionner, elle a le pouvoir de sélectionner le candidat aux élections présidentielles. Et le candidat aux élections présidentielles a l'aval de l'armée. Elle répartit également les budgets, c'est-à-dire qu'elle a la haute main sur les budgets. Et avoir la haute main sur les budgets, c'est aussi avoir la haute main sur la vente du pétrole. Donc, on est dans une situation un petit peu paradoxale parce que la corruption s'installe peu à peu en Algérie. Parce que c'est tellement tentant en vendant du pétrole, avec tout le système des commissions, avec, je dirais, tout ce qui peut exister au niveau des transactions, etc. Mais Boumedienne va faire un putsch, c'est-à-dire il va prendre le pouvoir. Le pouvoir sera pour lui. Ce putsch, il ne l'appelle pas un putsch, bien entendu. Lorsqu'on fait un coup d'État, on n'appelle jamais ce que l'on fait un coup d'État. On a toujours de bonnes raisons de le faire. Il appelle cela un correctif. C'est un correctif qui est, je dirais, avalisé, accepté par le Conseil de la Révolution algérienne. Bref, Houari Boumedienne est un autocrate, c'est-à-dire qu'il a la totalité du pouvoir. Et il va le rester jusqu'à sa mort en 1978. C'est la période du parti unique, et ce parti unique est surtout, je dirais, contrôlé en sous-main par l'armée, puisque c'est l'armée, de toute façon, qui va soutenir Boumedienne et qui ensuite, après Boumedienne, va choisir les candidats ou le candidat aux élections présidentielles. Les opposants sont en exil, ou alors ils se sont enfuis, parce que c'est un petit peu la désorganisation au début du mandat de Boumedienne. Certains sont assassinés. Je vous ai signalé Krim Belkacem, qui est assassiné à Francfort en 1970. Boumedienne va lancer 3 révolutions. Alors, ces 3 révolutions, c'est la révolution industrielle, je vais y revenir, la révolution agraire et la révolution culturelle. Commençons par la révolution industrielle. Eh bien, tout simplement, les nationalisations qui ont commencé dès l'indépendance continuent. La plupart des entreprises étaient à des pieds noirs qui étaient partis, donc ces entreprises sont nationalisées. Elles sont nationalisées et ces nationalisations continuent pendant la durée du pouvoir de Boumedienne. La Sonacotrache est créée en 1963. C'est elle qui a la même mise sur la vente du pétrole. En 1967, c'est la nationalisation de la distribution des produits pétroliers. Auparavant, c'était un marché dit libre. Donc là, c'est nationalisé. Il y a également la nationalisation du secteur minier et bancaire. Minier, ce qui est dans le sous-sol, que s'il y a le pétrole. Donc c'est, je dirais, c'est ce qui permet à l'Algérie de vivre, c'est ce qui finance son budget, c'est ce qui permet aussi aux Algériens de vivre grâce à des indemnités qu'ils peuvent recevoir grâce à la manne pétrolière. Donc le secteur minier et le secteur bancaire, cela est nationalisé en 1966. Également, Boumedienne met sur pied un plan triennal, sur 3 ans donc, qui a pour but de préparer les futurs plans, car on pense à une économie planifiée. Ça, c'est la révolution industrielle.
la révolution agraire. Elle date de 1963. Il s'agit de nationaliser les terres qui appartiennent soit à des colons qui sont partis, qui sont indemnisés, mais par la France, et donc des terres appartenant à des colons et des terres appartenant à des propriétaires fonciers algériens, peu nombreux, mais qui ont beaucoup de terres. Alors les colons voient leurs terres, lorsqu'ils sont partis, voir leur terre nationalisée, c'est 27% de la SAU. SAU, ça veut dire surface agricole utile, c'est-à-dire les terres qui sont vraiment utilisées par l'agriculture. Donc 27% des terres des colons qui sont partis. Et pour les Algériens, il y a 23% des terres, 23%, pardon, pas des terres, de la SAU, de la surface agricole utile, et cela ne représente que 1,3% des propriétaires. Propriétaires, je le répète, algériens. Cette réforme agraire est faite dans la précipitation, elle est improvisée, et certains disent qu'elle est désorganisée. Le résultat, comme elle est improvisée, c'est que les rendements sont faibles, donc il y a une déception au niveau des rendements. Et puis, il y avait tout un parc de tracteurs. Et lorsque on n'a pas la formation professionnelle suffisante, les ouvriers agricoles algériens ne faisaient pas conduire le tracteur. Ils ne savaient pas comment fonctionnait un tracteur. Donc, beaucoup de tracteurs subissent la casse d'un certain nombre de pièces qui sont difficiles à remplacer. Et donc, évidemment, sans tracteur ou des tracteurs à l'arrêt, c'est très difficile d'obtenir les mêmes rendements que l'on obtenait auparavant. Le but de Boumedienne, c'est de briser ce que l'on appelle le Kamesat. Ça s'écrit K-H-A, 2-M-E, 2-S-A-T. De quoi s'agit-il? C'est un métayage très inégalitaire. C'est-à-dire que ces Algériens, pour la plupart d'entre eux, étaient des ouvriers agricoles, ceux qui travaillaient sur ces exploitations qui avaient appartenu soit aux colons, soit à des propriétaires algériens. Et donc, c'est un système de métayage très inégalitaire qui va être, je dirais, amélioré, mais je n'ai pas les détails. Je n'ai pas les détails, je ne peux pas vous dire quelles sont les améliorations qui sont apportées, si ce n'est qu'il y a certaines améliorations qui ont eu lieu. Tout comme il y a des améliorations également dans, je dirais, le sort des ouvriers agricoles. C'est-à-dire que le plan favorise le salariat, mais les ouvriers agricoles sont plus protégés qu'auparavant, et en particulier, ils sont protégés de, je dirais, des abus que pouvaient commettre les chefs locaux algériens, ce qu'on appelle le chèque. Donc, voilà pour la révolution agricole. Tout cela fait qu'avec l'industrie et avec l'agriculture, l'économie algérienne progresse malgré tout, malgré les obstacles, de 7,5% par an, ce qui est tout à fait considérable. C'est le sort de beaucoup de pays en voie de développement. En voie de développement parce que de 67 à 73, l'économie algérienne progresse. Ce qui veut dire qu'en même temps, l'emploi progresse. Alors l'emploi, lui, il est multiplié par 2. C'est un chiffre tout à fait considérable. En une décennie, de 1965 à 1975, l'emploi est multiplié par 2. Donc, de gros progrès qui sont faits. Houari Boumedienne lance également une révolution culturelle. Alors, dans le culturel, on met tout ce qui n'est ni industriel ni agricole. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'éducation et de l'éducation, les écoles primaires, le secondaire, bien entendu, et l'université. Tout cela progresse, donc davantage d'enfants et d'adolescents peuvent aller à l'école. Mais de quelle école s'agit-il? Alors, ce qui est privilégié, c'est logique, c'est leur langue.
Ce qui est privilégié, c'est la langue arabe. Mais en même temps, on pratique la langue française. Comme on dit certains intellectuels algériens, la langue française, c'était un butin de guerre. Et certains s'expriment parfaitement en langue française, bien entendu. Mais ce qui est privilégié pour l'ensemble des Algériens, c'est la langue arabe. La santé devient gratuite. Alors évidemment, ne faisons pas des comparaisons. Ne comparons pas à la France. La France est un pays qui, je dirais, depuis fort longtemps, a développé son système médical, bien que, je sais, il y a beaucoup de critiques qui sont faites, surtout en période de pandémie. Bon, mais vous voyez quand même la compétence du personnel médical. Et malgré tout, je dirais, les moyens suivent plus ou moins bien, plus ou moins bien. Donc, la santé gratuite, c'est une santé, je dirais, organisée par un pays en voie de développement. Pour ne pas dire, comme on disait à l'époque, pays sous-développé. Bon, l'Algérie n'était pas un pays sous-développé, c'était plutôt un pays en voie de développement. Boumedienne veut également promouvoir une redistribution des revenus. C'est-à-dire que le pétrole est une manne qui permet à tous de vivre mal, mais de vivre. Alors certains, rassurez-vous pour eux, ils vivent très bien. Il y a également la participation des travailleurs. La participation des travailleurs, ça fait référence au modèle yougoslave, c'est-à-dire une participation où les travailleurs donnent leur point de vue sur la marche de l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, que ce soit une grande propriété agricole ou que ce soit une entreprise. Alors, le tout, c'est de savoir, alors là, il faudrait des articles spécialisés, savoir si c'est une réalité ou si c'est un alibi. Là, je laisse la question ouverte. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue du cinéma, l'Algérie remporte de véritables succès, et en particulier au Festival de Cannes, vous avez La Chronique des années de Braise, qui est un film qui est primé à ce moment-là, qui est dû à Mohamed Lakhdar Mamina. Et vous avez également le théâtre de Kateb Yassine, qui est remarquable et qui est remarqué, bien entendu. Boumedienne veut également promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est audacieux, ce qui va à l'encontre de la charia, où la femme n'est pas l'égale de l'homme. Dans les héritages, la femme a droit à la moitié de ce que l'homme reçoit. Et puis vous savez qu'existe également la polygamie. Polygamie que Boumedienne essaie d'interdire. Je dis bien essaie, parce qu'il n'y parvient pas vraiment. Il essaie également de promouvoir la mixité sociale. Donc vous voyez les orientations qui sont prises par Boumedienne. Mais, problème, c'est un autocrate. C'est lui qui a le pouvoir. Il a la totalité du pouvoir. L'Algérie n'est pas une démocratie au sens où nous l'entendons, bien entendu. Il organise également le monopole d'État du commerce et de la distribution, provisoirement, de 72 à 74. Car ce monopole d'État du commerce et de la distribution, c'est extrêmement difficile à organiser. Vous savez qu'à l'URSS, il y avait des pénuries, parce que c'était le même système qui existait. Eh bien, là aussi, il va y avoir d'abord une désorganisation, parce qu'on passe d'un système à un autre, et quand on passe d'un système à un autre, il y a toujours une période de flottement, et parfois ça peut être une période de désorganisation, c'est le cas d'Algérie. Et il y a aussi, des pénuries apparaissent. Des pénuries apparaissent auxquelles les Algériens n'étaient pas habitués. Et évidemment, cela n'est pas très populaire. Cela provoque la spéculation, cela provoque la corruption. Mais globalement, on peut dire que la population est plutôt satisfaite des mesures qui sont adoptées. Et en particulier dans certains domaines,
comme par exemple le domaine culturel, où on voit des progrès relativement importants. En 1976, dans du temps de Boumedienne, toujours, une charte est adoptée. Une charte qui abandonne toute référence, en 1976, à la révolution socialiste, dont le socialisme algérien a duré un temps. Et ce qui est mis en avant par Boumedienne, c'est le non-alignement. Le non-alignement, alors évidemment, c'est difficile d'être à la fois, vous me direz qu'il y a quelques exemples, comme par exemple Cuba, des exemples où on peut être dans les non-alignés et en même temps être quand même aligné. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, Boumedienne se veut un des membres des pays non alignés, il représente un pays des non alignés, et en 1973 se tient un sommet à Alger, le sommet des non alignés. Et au cours de ce sommet, Boumedienne apporte l'aide de l'Algérie, qui est plus symbolique qu'autre chose. Il soutient le MPLA, qui était le mouvement qui combattait en Angola et qui était aidé par les Cubains et qui va finalement l'emporter sur ses adversaires, et soutient également l'ANC qui, en Afrique du Sud, luttait contre l'apartheid. Donc voilà l'Algérie qui se donne une dimension internationale. Boumedienne est d'ailleurs choisi pour prononcer à l'ONU un grand discours, un discours qui permet de poser de nouvelles bases, et il annonce un nouvel ordre économique international. Donc, le monde est en train de basculer, un nouvel ordre économique international est en train de se créer. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que nous sommes en 1973, parce que c'est la crise pétrolière, ce qu'on appelle communément la crise pétrolière, et donc effectivement, ce n'est pas tellement une crise, mais c'est un basculement dans un autre monde. Et Boumedienne, de ce point de vue, je dirais, a vu assez juste. C'est également le temps où le Maroc et l'Algérie signent un traité pour reconnaître des frontières communes. Seulement, le Maroc, qui se méfie un petit peu de l'Algérie, ne va ratifier ce traité qui a été signé en 1972, ne va le ratifier qu'en 1989. Donc, vous voyez qu'il se donne de la marge. Vous savez qu'un traité, pour être valable d'un point de vue international, doit être, je dirais, d'une part voté par les représentants du pays, mais en même temps doit être ratifié par ceux qui ont voté le traité, mais également par le gouvernement. Donc il faut qu'il soit accepté, si vous voulez. Mais entre-temps, il y a eu, de la part du Maroc, la marche verte, parce que le Maroc n'a pas renoncé à annexer les territoires sahraouis. Et donc le roi du Maroc, suivi de, je crois, 500 000 personnes, si je me souviens bien, va organiser une marche verte pour montrer que ce territoire appartient au Maroc. En 1975 également, c'est toujours au temps de Boumedienne, il y a le premier sommet de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et bien entendu, l'Algérie fait partie de l'OPEP et organise l'OPEP. Et puis, il y aura le premier président de la République qui fera le voyage en Algérie. C'est un événement. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, au cours de son mandat, de 76 à 81, va, je dirais, aller en Algérie, va faire le voyage. Mais en 78, Boumedienne est mort. Et je dirais, celui qui avait été son adversaire avec le MNA, Messaliach, je vous l'ai déjà dit, est mort en 74. Il n'y a plus de président, donc il faut en choisir un autre. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est Chadli qui va être choisi par l'armée pour représenter, je dirais, l'Algérie dans les élections présidentielles. Et il est choisi avec un concurrent qui est en face de lui, et que vous connaissez maintenant,
qui s'appelle Bouteflika. Bouteflika qui sera président de l'Algérie par la suite. Mais ça, à ce moment-là, c'est Chadli qui est choisi pour la présidentielle. Il est candidat donc en 79, il est élu, bien entendu, puisque c'est pratiquement le seul, les autres font de la figuration. C'est le candidat qui a été choisi par le pouvoir, par le FLN. Le FLN qui n'a pas n'a pas vraiment le pouvoir. C'est pas lui qui a le pouvoir, c'est l'armée qui a le pouvoir. Donc, Chadli est candidat en 79, il est élu et il fait libérer Ben Bella en 80. Et sa caractéristique, c'est qu'il libéralise l'économie algérienne progressivement. Mais vous savez qu'à la fin des années 80, ont lieu des élections. Et à ces élections, le fils se présente et le fils remporte le premier tour des élections. Et les élections sont arrêtées. Et commence la décennie noire qui est une guerre civile absolument atroce, comme je l'ai dit tout à fait au début, qui oppose donc les partisans du fils et l'armée algérienne. Voilà, si vous voulez, mais à très grands traits. Et beaucoup de choses sans doute à reprendre sur ce qui se passe en Algérie après l'indépendance. Ce qui se passe, et l'essentiel, bien entendu, c'est la rivalité entre Ben Bella et Boumedienne qui va gouverner l'Algérie pendant un certain temps jusqu'à sa mort en 1978. Voilà, je crois que qu'il n'y aura pas d'autres questions. Donc la prochaine fois, nous commencerons les 30 glorieuses. Et je l'aborderai dans une première phase à partir d'un ouvrage célèbre qui a donné lieu à de multiples rééditions, qui a pour titre Les 30 glorieuses, justement, et qui est de Fourastier. Donc, voilà, la semaine prochaine, ce sera le thème de cette conférence, si on peut appeler ça une conférence, voilà, de cette causerie. Ça me paraît plus adapté. Voilà, au revoir et à bientôt.